Nous invitons sur scène Boris Lecoeur, Senior Manager, Alliances, Amazon Web Services, et Stéphane Adinger, responsable technique, Amazon Web Services. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous êtes restés jusqu'à cette dernière session et vous avez bien fait. Le cloud et moi, et moi, et moi. Thème de Jacques Dutronc durant cette présentation, mais plutôt le thème de cloud et vous, et vous, et vous. Vous, nos clients, vous, nos partenaires, vous qui démarrez sur le cloud, vous qui accélérez sur le cloud, vous qui testez peut-être le cloud, vous qui serez peut-être l'année prochaine sur scène pour partager votre témoignage. Quels sont les leviers activables immédiatement? Comment vous projetez à moyen terme? Comment vous projetez à long terme? Quels sont les enjeux du cloud? Et pour illustrer tout cela, quoi de mieux qu'un dessin? C'est pour ça que j'ai l'immense plaisir d'avoir une personne qu'on aime particulièrement et que peut-être certains d'entre vous connaissent. J'accueille François Cointe, qui va nous accompagner durant cette session. Merci de l'applaudir. Et qui va illustrer nos propos, qui va croquer nos propos avec ces dessins qu'on aime tant. Et revenons sur cette journée avant tout. Quelle journée, quel changement d'échelle. Pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'être au premier summit en 2012, je pense que l'intégralité des spectateurs et les présentateurs devaient à peu près tenir sur les 3/4 de cette scène. On a parcouru un chemin phénoménal depuis, et aujourd'hui, on a véritablement changé d'échelle. En France, aujourd'hui, ce sont des dizaines de milliers de clients qui ont adopté la plateforme AWS. Et ça s'est vu aujourd'hui, puisque vous étiez plus de 4000 visiteurs. On me dit même dans l'oreillette 4800 visiteurs. On a eu 56 sessions, 50 partenaires, un village de start-up avec 23 start-up qui innovent sur la plateforme AWS, et des témoignages majeurs durant la keynote, des témoignages majeurs durant toutes les sessions. On a parlé Data Lake avec Euronext et la Mutuelle Générale. On a parlé IoT avec Sagemcom. On a parlé container avec Thales. On a parlé DevOps, Lambda avec Renault. On a parlé SAP sur AWS avec Arkema. La variété des cas d'usage sur AWS est florissante. Et chaque jour, les entreprises françaises innovent sur le cloud AWS. L'adoption s'est accélérée, et l'adoption sur la région France s'est accélérée. Le 19 décembre 2017, Paris s'est éveillé avec de nouveaux data centers AWS, et aujourd'hui, on a une adoption très rapide, avec de très nombreuses sociétés, comme Airbus, Arkema, SNCF, Veolia, Decathlon, Thales, Aramis Auto, Winamax, qui ont adopté cette nouvelle région. Au-delà de la région, notre engagement en France est accéléré depuis 2011, date de notre arrivée, puisque nous avons déjà déménagé 2 fois, nous avons ouvert des nouveaux bureaux à La Défense sur 2700 m², nous avons un bureau de mentoring à Station F. Station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde, sur lequel nous accompagnons les start-up dans leur développement technique et commercial. Et nous avons lancé un support en français, basé en France, pour accompagner les clients qui souhaitent communiquer avec nous en français. Ils peuvent dorénavant le faire. Et on a vu également un changement dans les discussions. Il y a quelques années, le cloud, on associait pas mal le cloud finalement à l'infrastructure, au IaaS. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience que finalement, l'enjeu principal, c'est l'innovation. L'innovation digitale et l'innovation permanente. Et la question qu'on pose maintenant le plus souvent à nos clients, c'est pas est-ce que vous avez un projet cloud ou est-ce que vous allez faire du IaaS ou autre chose, mais c'est comment innovez-vous? À quelle vitesse vous innovez? À quelle vitesse vous transformez une idée en un business digital? Avec quelle rapidité vous déployez vos applications? Combien d'échecs vous avez eu durant l'année?
À quelle fréquence avez-vous eu ces échecs? À quel coût? Êtes-vous confortable avec ce concept d'échec? Tentez énormément, cela va booster votre innovation. Construisez, détruisez, cassez, redémarrez, testez. Vous pouvez le faire. Ça ne vous coûte pas cher, vous pouvez le faire rapidement et vous pouvez le déployer ensuite à l'échelle. Et si c'est compliqué, si c'est complexe, faites-le et faites-le souvent. Voilà, c'est ce jeu de cap-là qui est maintenant possible avec le cloud. Et ce qu'on a constaté avec nos clients, avec nos partenaires, c'est que toutes ces brides technologiques dont on parle, eh bien, ça devient fun, ça devient amusant. Les développeurs, les clients, ils s'amusent avec ces briques, ils construisent des nouvelles applications tout en s'amusant. Et un concept qui résume peut-être le mieux cela, c'est le concept du Game Day. Le Game Day, c'est un concept qui n'est possible quasiment qu'avec le cloud. C'est un concept qui est mis en œuvre assez souvent avec nos clients, avec nos partenaires, qu'on met également en œuvre en interne. Et ce concept, il s'agit de prendre une application fictive et de mettre les équipes en conditions réelles et de générer des catastrophes, de générer un concentré de catastrophes. Tout ce qui peut se produire, tout ce qui va se produire sur un environnement, mais dans un temps très limité, et vraiment soumettre en stress les applications. Alors plutôt que de prier pour que ça n'arrive jamais, eh bien on le fait souvent, et ça permet vraiment de comprendre, de s'adapter, d'apprendre et de s'améliorer. Et derrière ça, on met souvent les équipes en compétition, elles vont s'affronter, et on voit que les équipes, finalement, eh bien, il y a un esprit d'équipe qui se met en place, il y a un esprit de compétition, et on voit qu'il y a beaucoup de fun. Et la semaine dernière, on a fait un Game Day, puisque nos partenaires sont également des aventuriers, pour reprendre la thématique de Jacques Dutronc. Il y a 11 équipes partenaires qui sont sponsors aujourd'hui, qui se sont affrontés. Il y a eu 10 heures de simulation sur des scénarios réels, avec une société presque réelle. Cette société s'appelle Unicorn Rentals. Elle fabrique des licornes à la demande, donc vous pouvez louer des licornes à la demande. C'est une start-up en très forte croissance, mais malheureusement, son directeur général et son directeur technique se sont sauvés. Et donc les équipes ont dû assurer la continuité d'exploitation, la continuité opérationnelle de cette entreprise. Durant toute la journée, on l'a soumis en stress. Durant toute la journée, ces applications avec des catastrophes, avec un concentré de catastrophes. Donc il y a eu un très fort niveau technique. Il y a eu un petit peu de sueur et il y a eu beaucoup de fun. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur scène les 3 gagnants, donc 3 partenaires qui ont excellé durant ce Game Day pour leur remettre le trophée du Game Day Paris 2018. Je vais accueillir sur scène les sociétés Whiskel, Cloudreach et Ozone. Merci de les applaudir. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous reprenez le challenge l'année prochaine. Voilà. Donc elles ont réussi à maintenir en conditions opérationnelles et à un coût raisonnable également, puisqu'il s'agit également de ne pas faire exploser les coûts.
Bel événement. Merci Boris et bravo aux partenaires qui ont relevé ce défi. Maintenant, on va parler, justement, on va continuer dans la problématique d'innovation, justement cette capacité. Donc on l'a vu, le cloud permet d'avoir des applications qui sont plus solides, des équipes qui sont plus aptes à réagir en cas d'imprévu. Mais aller au-delà, c'est justement sur cette innovation. Et on l'observe. En fait, l'impression, quand on utilise le cloud, ce que nous disent nos clients, c'est qu'ils ont l'impression que le cloud supprime les limites et leur permet d'aller tellement vite, d'aller tellement loin dans des nouveaux domaines qu'ils ont l'impression d'avoir des super-pouvoirs. L'innovation en entreprise, c'est essentiellement 3 domaines importants. Le premier, c'est la technologie, et on va y passer quelques minutes, mais c'est également créer une culture d'innovation et faire en sorte qu'elle se déploie à l'ensemble de l'organisation, et que cela concerne vraiment toutes les fonctions dans votre entreprise. Mais démarrons par la technologie. On s'aperçoit que, en termes d'innovation, les idées, vous les avez déjà. Ce qui vous manque souvent, c'est du temps, c'est du budget, c'est la technologie. Donc imaginez, si vous étiez capable de tester un nouveau concept, une nouvelle application, en quelques jours, au lieu de quelques semaines ou quelques mois, pour un coût de quelques dizaines d'euros, avec des technologies qui sont immédiatement disponibles, avec des compétences que vous pouvez acquérir, généralement en quelques jours de formation, et surtout avec une sécurité qui est déjà intégrée, ainsi qu'une conformité, comme le RGPD et beaucoup d'autres. Et donc, ça vous permet d'explorer des nouveaux domaines, alors qui sont peut-être nouveaux pour vous ou que vous explorez déjà, comme bien sûr l'intelligence artificielle, comme iAdvise ou comme Aramis Auto, de faire de la sécurité qui soit intégrée dans vos chaînes d'intégration continue, dans votre DevOps, qu'on appelle souvent du DevSecOps, comme le fait Gemalto, de faire également de l'IoT, des objets connectés, comme NJ Group par exemple, ou Veolia, de démarrer votre data lake, comme Euronext, mais également de faire du serverless, plus de l'IoT, comme Sagemcom, également des chatbots, comme 20 minutes, par exemple, et bien sûr, tout ça dans microservices avec des containers comme Radio France. Là encore, toujours avec une sécurité qui est intégrée dans les services et une conformité qui vous permet d'y aller vraiment de manière sécurisée. Alors, c'est déjà un beau programme. Si vous faites déjà tout ça, c'est déjà un super programme. Mais j'aimerais aller encore plus loin. Et si vous utilisiez comme interface utilisateur probablement celle qui est la plus intuitive, la plus naturelle, celle que je suis en train d'utiliser en ce moment, qui est la voix. Vous le savez certainement, nous avons lancé Alexa en France et en français la semaine dernière. Et donc là encore, c'est une opportunité pour votre entreprise, pour votre marque, d'adresser de manière différente et peut-être encore plus intime vos différents clients. Aujourd'hui, ce sont des centaines d'applications, on appelle ça des skills sur Alexa, qui sont disponibles, comme par exemple WeSNCF, 20 minutes, l'ensemble des radios du groupe Radio France, mais également Allociné ou Sonos. Et en fait, vous pouvez dès à présent créer vos propres skills. Et ce n'est pas compliqué. Je vais vous faire une confidence. Avec ma fille qui a 18 ans, on a commencé à créer une skill, très simple. En 2 heures, on avait déjà une première version qui fonctionnait, ce qui reposait sur du serverless. Et en fait, je me suis aperçu que créer une skill sur Alexa, en fait, c'est encore plus facile que de créer une application mobile. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, c'est simple, c'est facile. Et ça va fortifier votre relation avec vos clients finaux. Et en fait, on s'aperçoit souvent dans la technologie que le monde du grand public adopte très vite ces nouvelles interactions, ces nouvelles interfaces, cette facilité d'utilisation. Et souvent, ça met un petit peu plus de temps à rentrer dans le monde de l'entreprise, pour vos salariés, dans votre contexte d'entreprise. Et c'est pour ça que nous avons investi et travaillons sur un nouveau service qui s'appelle Alexa for Business. Et de se dire, et si on utilisait Alexa dans l'environnement de travail? Par exemple, je suis sûr que vous faites tous beaucoup de réunions téléphoniques ou en visio, et vous passez peut-être un certain temps au début à chercher le numéro de téléphone, à taper le code à 12 chiffres suivi d'un dièse, ainsi de suite. Et si c'était aussi simple que Alexa démarre la réunion? Parce que l'équipement sait dans quelle salle il se trouve, a accès au calendrier et sait exactement de quelle réunion vous voulez parler. Mais c'est aller encore plus loin aussi, c'est avoir une version privatisée d'Alexa, c'est-à-dire pouvoir l'enrichir avec vos données d'entreprise, en toute sécurité et confidentialité, bien sûr. Comme par exemple, Alexa, donne-moi les chiffres des ventes d'hier, ou Alexa, donne-moi les prévisions de demain. Donc c'est vraiment ces 2 domaines, à la fois dans le domaine du grand public et le domaine de l'entreprise, où nous voyons et où nos clients voient d'énormes opportunités pour faire différemment et encore plus intuitif. Merci Stéphane. Alors au-delà de la technologie, qui est le premier pilier, ce qui est également intéressant de voir, c'est que
c'est avant tout une aventure humaine. Et la culture d'innovation, c'est un élément essentiel. Cette culture d'innovation, il faut réfléchir dans les sociétés, chaque société a sa culture, et réfléchir à ce que la culture de la société va accélérer ou va ralentir l'innovation. Cette culture, certaines sociétés ont une culture orientée produit, fabriquent des produits et la donnent à des clients. D'autres sociétés ont une culture orientée concurrent, c'est-à-dire regardent les concurrents et essayent de rattraper et dépasser leurs concurrents. Et ces cultures peuvent fonctionner. Chez Amazon, la culture qui fonctionne pour nous, qui booste notre innovation, c'est la culture orientée client. Cette culture s'appuie sur des principes, et le premier principe que l'on a, le pilier de notre culture, c'est l'obsession du client. Tout ce que l'on fait quotidiennement doit impacter un client. Et derrière les cultures et les principes que la plupart des sociétés ont mis en place, il y a des mécanismes pour activer cette culture. Et je vais vous faire une confidence, les mécanismes pour activer la culture, ce n'est pas juste de mettre un baby-foot dans une cafétéria. Ça peut fonctionner, ce n'est pas incompatible, mais il faut des vrais mécanismes. Et un des mécanismes qu'on a mis en place au sein d'Amazon, je ne l'ai pas traduit en français parce que c'est difficilement traduisible en français, c'est le « working backwards from customer ». Ça m'a surpris parce que je l'ai moi-même vécu quand je suis arrivé chez Amazon et j'ai dû le mettre en place. Mais quand quelqu'un a une idée, quand quelqu'un souhaite créer un nouveau produit, améliorer un process ou créer un nouveau service, avant même de réfléchir à comment le faire, avant même de réfléchir à est-ce que c'est possible de le faire, on lui demande d'écrire un communiqué de presse. Un communiqué de presse qui reprend son service comme si le produit était déjà lancé, et donc on est le jour du lancement, et on annonce le lancement de ce produit. Ce communiqué de presse doit être simple, il doit faire 1 ou 2 pages, il doit reprendre des terminologies simples, sans jargon technologique, il doit clairement détailler les bénéfices pour les clients, éventuellement les quantifier, et éventuellement nommer également, citer un nom de client. Et cet exercice peut paraître simple, mais en fait, il est beaucoup plus complexe que ça ne peut paraître, puisqu'il est assez contraignant. Et suite à cet exercice, déjà, vous allez peut-être valider, itérer, améliorer ou rejeter votre idée, parce que finalement, il n'y aura pas assez d'impact ou pas assez de bénéfices. Et c'est notre histoire. Si on prend le lancement du service Amazon S3 en 2006, voilà le communiqué de presse. Ce communiqué de presse a sûrement été écrit bien avant d'écrire la première ligne de code. Il reprend le nom du service, ce que ça fait, ça le décrit en langage simple. Ça quantifie également, c'est très peu cher, extrêmement scalable. Et ça cite même le nom d'un client, en l'occurrence Amazon, qui l'utilisait à l'époque et qui l'utilise également pour ses sites web globaux. Donc ça, c'est un mécanisme qui fonctionne et qui nous permet de libérer l'innovation. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez également créer vos propres mécanismes qui vont favoriser cette innovation. Et au passage, ce n'est pas juste les équipes produits ou les équipes d'engineering qui créent ce concept de communication, de press release. C'est n'importe qui dans l'organisation. N'importe qui a une idée, c'est assez surprenant, mais on va commencer par lui dire « Tiens, tu as une super idée, commence par écrire un communiqué de presse et on en discute après. » Et c'est très efficace. Alors, une fois qu'on a lancé un service, comment s'assurer que ce service plaît? Comment s'assurer que le service, finalement, les nouvelles fonctionnalités qu'on va rajouter vont plaire, vont avoir un impact? En 2018, un des éléments essentiels, c'est la data. Parce que ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Et aujourd'hui, en 2018, avec l'archivage sur Amazon, qui coûte moins de 50 € par an pour 1 téraoctet ultra redondé, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas tout conserver, tout mesurer et tout analyser pour en extraire de la valeur et savoir ce qui se passe. Fini les enquêtes clients, fini les sondages. Vous devez savoir comment vos clients utilisent vos applications et mesurer toutes les données, les historiser, les conserver pour avoir un historique complet. Parce qu'au final, sans données, une idée, c'est juste une opinion. Et c'est vrai que souvent, les idées, les choix qu'on fait,
sont décidés en meeting par du subjectif, peut-être influencé par des managers, peut-être influencé par des directeurs. Et si vous avez par exemple 3 idées différentes, comment faire pour prendre la bonne décision? Va-t-on se baser sur le résultat de cette réunion? Va-t-on se baser sur l'avis du directeur ou du manager? Avec le cloud, on va juste les tester, on va les mesurer, et on va pouvoir prendre la bonne décision. Si je lance une nouvelle fonctionnalité sur mon service, eh bien on va couper la salle en 2, et cette partie de la salle va conserver l'ancienne interface, cette partie de la salle va tester la nouvelle interface, et je vais mesurer quel est l'impact sur mes ventes, ou quel est l'impact sur le taux d'utilisation. Et si cette interface plaît, eh bien, je vais basculer l'ensemble de ma nouvelle application sur cette nouvelle version. Si elle ne plaît pas, je pourrais revenir en arrière. Donc cet A/B testing, c'est un élément essentiel. Et si vous allez sur le site Amazon, si vous allez acheter un Alexa, par exemple, et si la personne là-bas va acheter un EcoSpot, donc l'autre version d'Alexa avec un écran, eh bien, vous allez arriver sur un site, il sera différent, parce qu'on fait des dizaines de milliers d'A/B testing sur le site Amazon quotidiennement, et on teste beaucoup de choses. Donc derrière cette culture d'innovation, il faut bien sûr des boucles de retour pour capturer ce qui se passe, comment les clients vont interagir, mais c'est une culture de métrique qui vous permet d'itérer, qui vous permet de pivoter, qui vous permet de prendre les décisions, mais basées sur la donnée. Donc cette culture d'innovation est clé, mais après, il faut être capable de l'infuser sur l'ensemble de l'organisation. N'est-ce pas, Stéphane? Merci, Boris. Merci. Donc on l'a vu, on a vu la technologie, on a vu cette culture d'innovation. Maintenant, comment le diffuser à l'ensemble de l'organisation et faire justement que votre organisation ose innover? Et en fait, ça concerne chacun des métiers, chacune de vos fonctions. Alors, ce n'est pas forcément simple de changer des processus ou des habitudes existantes. La bonne nouvelle, c'est que le cloud et cette culture va vous permettre d'adresser d'abord les tâches les plus répétitives, souvent les plus pénibles d'ailleurs, que vous allez automatiser, que vous allez justement faire disparaître en utilisant peut-être aussi des services qui sont prêts à l'emploi. Et du coup, ça va vous donner des marges de manœuvre, du temps supplémentaire, des ressources supplémentaires pour vous concentrer sur ce qui change réellement pour votre business. Et on va regarder un petit peu les impacts sur les différentes fonctions. Alors bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, les équipes techniques qui développent plus vite, qui explorent des nouveaux domaines, tout ça, là encore, de manière complètement sécurisée. Et finalement, je vais citer Jean-Christophe Lessy, qui est le DSI groupe de Veolia, et qui le résume de cette manière-là, c'est dire maintenant, la DSI est en avance sur les besoins des métiers. Maintenant, la DSI, sa réponse standard, c'est oui. Contre toute nouvelle demande, même s'il n'a pas été prévu, ils sont prêts parce que justement, ils ont cette flexibilité-là. Un autre domaine que le cloud change, c'est la manière d'acheter et la manière de consommer. Souvenez-vous la dernière fois où vous avez lancé un appel d'offres, un RFP. Vous avez peut-être passé quelques semaines à le rédiger, vous avez peut-être passé aussi quelques semaines à analyser les réponses. Et si vous preniez plutôt quelques jours pour tester la technologie, mais en conditions réelles, avec vos vraies données dans votre véritable environnement? Et on s'aperçoit, les clients qui l'ont fait s'aperçoivent qu'en fait, ils en savent beaucoup plus au bout d'une semaine de test en conditions réelles qu'au bout de plusieurs mois d'appel d'offres. Alors, c'est vrai que je leur posais la question, mais pourquoi vous tenez à faire un appel d'offres? Habituellement, c'est parce que acheter de la technologie, c'est un engagement qui se fait sur des ressources importantes, c'est un engagement qui se fait sur plusieurs années, donc c'est une manière de réduire les risques. Et justement, dans le cloud, comme il n'y a pas d'engagement et que vous ne payez que ce que vous utilisez, ça vous permet de démarrer beaucoup plus vite sur des nouveaux domaines. Et on voit une nouvelle fonction qui émerge, que certains appellent FinOps, Financial Operations, qui est justement d'optimiser quotidiennement l'utilisation des ressources. Et quand je parle d'optimiser, ce n'est pas une personne qui est sur la console en train de vérifier que tout se passe bien. C'est une personne, une équipe qui va là encore automatiser. Récupérer des métriques, on l'a vu, la culture de métrique est très importante, pour voir peut-être les ressources qui sont sous-utilisées. Des machines virtuelles qui ne sont pas utilisées la nuit ou le week-end, ou qui sont surdimensionnées par rapport à l'usage, et automatiquement remplacer ces ressources-là, ou les éteindre quand il n'y en a pas besoin. Alors bien sûr, le point essentiel, c'est chacun de vos salariés. Ce sont les ressources humaines. Le point clé ici, c'est la formation.
former l'ensemble de vos collaborateurs au cloud. Et quand je parle de l'ensemble, encore je vais citer Veolia, quand ils ont démarré le projet cloud, ils ont commencé par former des centaines de personnes. Des équipes techniques, bien sûr, mais aussi toutes les autres fonctions, pour avoir un vocabulaire commun, pour avoir aussi une culture commune d'innovation et expliquer ce que cela signifie pour l'entreprise. Après, pour les populations techniques et ceux qui veulent aller encore plus loin, nous avons aussi un programme de certification qui permet de valider les compétences que vous avez acquises. Aujourd'hui, ce sont 9 certifications qui sont disponibles dans différents domaines, pour différents types de fonctions, avec des spécialisations comme la sécurité, le big data et les réseaux. Donc tout ça, quand on met tout ça ensemble, ça permet finalement aux métiers d'explorer des nouvelles chaînes de valeur, de voir comment créer différemment de la valeur pour l'entreprise. Des fois dans des domaines mais vraiment inattendus. Par exemple, Smatis. Smatis, c'est une mutuelle de santé du sud de la France. Ils sont basés à Angoulême. Ils ont à peu près 200 000 clients. Et il y a 4 ans, ils ont fait le choix de migrer intégralement sur AWS, à l'époque pour des raisons réglementaires. Et en 4 ans, leur système d'information fonctionnait très bien, leurs équipes étaient très satisfaites, et ils ont été surpris de voir que d'autres mutuelles de santé, des confrères, avaient toujours énormément de difficultés à opérer leur propre système d'information. Donc en 2017, ils ont eu cette idée de se dire, et s'ils offraient un système d'information de mutuelle en mode SaaS, as a service pour les autres mutuelles. C'est ce qu'ils ont fait. En 2017, ils ont intégré leur premier client, donc une autre mutuelle, et c'est difficile d'imaginer le niveau de fierté qu'on voit dans les équipes techniques de Smatis, qui est non seulement d'opérer de manière exceptionnelle leur propre système d'information, mais en plus de le faire pour d'autres sociétés. Et cette capacité à innover, à tester des nouveaux modèles, ça se voit, ça transparaît jusqu'à la direction. Et pour revenir sur Smatis, je vais citer leur DSI, Emmanuel Mayen, qui dit qu'aujourd'hui, la DSI est passée d'un centre de coût à un centre d'innovation au cœur du business. Donc voilà, on a vu la culture, on a vu la technique, on a vu comment l'organiser, comment l'appliquer à l'ensemble de l'organisation. Et maintenant, et si on demandait à quelqu'un d'un peu spécial, le et maintenant, on va demander à Alexa. Alexa, et maintenant? Merci à tous d'être venus à la WS Summit Paris. Avant de partir, je tiens à remercier François Cointe pour ses dessins que j'adore. C'est la fin de la journée, nous vous donnons rendez-vous l'an prochain. À bientôt. Merci Alexa. Merci. Effectivement, merci beaucoup à François Cointe. On se donne rendez-vous l'année prochaine, le 2 avril 2019 pour un summit. D'ici là, construisez et innovez sur la plateforme AWS. Merci.